La peine de mort, c'est sans doute l'une des questions les plus profondes, les plus clivantes aussi, que nos sociétés se posent. Et ça dure depuis des siècles. La question est simple, mais la réponse, elle, est loin de l'être. Est-ce un acte de justice ou une forme de vengeance organisée par l'État? Allez, plongeons ensemble au cœur de ce débat vraiment complexe. Pour y voir un peu plus clair, voilà notre parcours. On va commencer par l'aspect mondial du débat, puis on regardera la situation pays par pays. On se penchera ensuite sur le fameux argument œil pour se demander si l'on parle de justice ou de vengeance. Après ça, on abordera un point crucial, le doute de l'innocence, avant de finir sur la question du droit de vie et de mort. Parce que oui, la peine capitale, ce n'est pas juste une ligne dans un code pénal, c'est un vrai problème moral, une question qui interpelle les consciences partout dans le monde. Alors voyons un peu comment le monde se positionne aujourd'hui. On peut en fait classer les pays en plusieurs grandes catégories, assez distinctes, sur cette question de la peine de mort. En gros, il y a trois grandes tendances. D'abord, on a les pays abolitionnistes, comme la France par exemple, où la peine de mort a été complètement rayée de la loi. Ensuite, il y a ceux qui ont un moratoire. Ça veut dire que la peine de mort existe techniquement, mais qu'ils ont suspendu les exécutions. Et puis, il y a les pays qu'on appelle rétentionnistes, comme l'Arabie saoudite, où elle est toujours en vigueur et où elle est appliquée. Le Maroc est un cas très intéressant de cette situation intermédiaire. Là-bas, la peine de mort, elle est bien inscrite dans la loi. Mais, dans les faits, on n'exécute plus personne. La dernière exécution, ça remonte à 1993. On a donc ce qu'on appelle un moratoire de fait. Bon, maintenant, entrons dans le vif du sujet avec l'un des arguments les plus anciens et les plus fondamentaux en faveur de la peine de mort. C'est un principe de punition qui nous vient de l'Antiquité. La fameuse loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Ce principe, c'est souvent le socle, la justification principale de la peine de mort pour ses partisans. Un socle qui repose très souvent sur des convictions éthiques ou religieuses très fortes. Derrière cette idée d'œil pour œil, il y a plusieurs logiques qui se croisent. Il s'agit de faire un exemple pour la société, de venger la victime, mais aussi et surtout de s'assurer que le coupable subisse exactement le même sort que sa victime. Mais voilà, cette vision des choses nous amène tout droit à la question inverse, au cœur de l'argument des opposants. Est-ce que, quand l'État tue, c'est encore de la justice? Ou est-ce que ça devient une vengeance collective? La différence est essentielle, bien sûr. La justice, c'est censé être un processus impartial, réfléchi au nom de la société. La vengeance, c'est un acte émotionnel, une riposte. Et l'argument des opposants est là. Quand la société tue à son tour, elle ne fait que copier le geste du criminel. Elle transformerait un acte de justice en un simple acte de vengeance. Cette idée est parfaitement résumée par la phrase qu'on attribue à Gandhi, « œil pour œil, et le monde finira aveugle ». Tout est dit. L'idée ici, c'est que la violence d'État, loin de résoudre le problème, ne fait que perpétuer un cycle sans fin. Au-delà même de ce grand débat moral, il y a un argument très pratique, mais peut-être le plus puissant de tous, le risque. Le risque irréversible de l'erreur judiciaire. Et si le condamné était innocent? C'est la question qui change tout. C'est le doute terrible qui hante n'importe quel système qui applique la peine de mort. Parce qu'une peine de prison, ça peut s'annuler si on découvre une erreur. Mais une exécution, c'est définitif. Et il faut savoir que même les preuves qui semblent les plus solides peuvent être faillibles. Prenez l'aveu, par exemple. Ça semble être la preuve ultime, non? Eh bien, l'histoire judiciaire nous a montré que ce n'est pas toujours le cas. Un aveu peut être obtenu sous la pression, il peut être faux, ce n'est pas une garantie absolue. L'histoire est malheureusement pleine de ces erreurs judiciaires. L'affaire Dreyfus, en France, a montré les dangers immenses des préjugés. L'affaire Omar Haddad, plus récemment, a montré comment des preuves fragiles et contestées pouvaient mener à une condamnation. Dans un système avec la peine capitale, de telles horreurs seraient irréparables. Et tous ces arguments, toutes ces questions, finalement, nous ramènent à une interrogation philosophique fondamentale, celle qui se cache au cœur de tout ce débat. Parce qu'à la fin, malgré les grandes robes, la majesté des tribunaux et le poids de la loi, le juge reste un être humain. Et donc, par définition, il est faillible. Ce qui nous laisse avec cette question, immense et vertigineuse. De quel droit un être humain peut-il s'arroger le pouvoir de décider de la fin de la vie d'un autre? C'est sur cette interrogation fondamentale que se termine notre analyse.